je m'occupe du reste. Très bien. Donc, je vous disais Boker Tov et Shavuot Tov. Je le redis pour la caméra. Donc, je voudrais, d'habitude j'aime bien qu'on prend un nouvel Inyan, mais comme je n'ai pas terminé la semaine dernière, donc on va faire un peu de révision de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc le dernier passage qu'on avait vu, c'est un enseignement de Rav Kahana, de Rav Abba Barashi au nom de Rav, Zomer Chayav Mishum Notea, si quelqu'un élague un arbre, il est passible d'un sacrifice, ou bien de pire si c'était volontaire. Mishum Notea, à quel titre? Parce que ça rentre dans la catégorie plantée. Parce que quand on élague un arbre, ça stimule la plantation, ça stimule la croissance de la plante, de l'arbre, et donc ça rentre dans la catégorie Notea. Et Notea, oui c'est ça, Notea, celui qui plante. À Mavrir, celui qui marcotte. À Markiv, celui qui greffe. Chayav Mishum Zorea, lui, il rentre dans la catégorie de Zorea. La Gemara avait dit la catégorie de Zorea et pas de Notea. Non, les deux, Zorea et Notea. En fait, Rashi avait expliqué que Zorea et Notea, tous les deux, ça s'appelle un Hav, mais ça rentre, c'est la même catégorie. C'est toujours la même idée, c'est de mettre en terre un végétal pour le faire grandir. Alors, il y avait une marloquette entre Rashi et Tosfot sur la compréhension de savoir, ça veut dire quoi, ça rentre dans la catégorie de, par rapport à quoi, qu'est-ce que ça change au plan pratique de savoir dans quelle catégorie ça rentre. Alors, Rashi vous a dit, c'est pour nous dire que si on a fait la catégorie principale et une de ses dérivés, on l'a fait en même temps, c'est-à-dire dans le même oubli, on n'est pas passible de deux sacrifices ou de 3 sacrifices, on est passible d'un seul. Parce que tout ce qui rentre dans une seule catégorie, c'est comme si on refait 10 fois le même travail. Et donc, on n'est pas, quand c'est le même travail qu'on répète 10 fois dans le même oubli, on est en tout et pour tout un sacrifice. Donc, par contre, si c'était dans une autre catégorie, donc il y a un sacrifice pour chaque catégorie. Donc, c'est important de savoir dans quelle catégorie ça rentre. C'est pour ça qu'il fallait le dire. Tosfot a récusé cette explication. Il n'a pas dit clairement pourquoi, mais le Rav Lublin l'avait expliqué, parce qu'il dit, mais ça a déjà été dit. Ça a déjà été dit précédemment, donc c'est pas la peine de répéter, parce qu'il y avait une braïta avant qui disait la même chose, et un Amora n'a pas à répéter ce qui est écrit dans une braïta. Et nous, on avait expliqué pour Rachid que c'est vrai, mais une braïta n'est pas connue par tout le monde, il se peut très bien qu'un Amora n'était pas au fait de l'existence de cette braïta, donc il a au contraire, on va dire, Baruch Shekivel, il peut être salué d'avoir de lui-même trouvé quelque chose qui était déjà enseigné dans un texte plus ancien. Donc voilà comment Rashi explique. Comment Tosfot explique-t-il? C'est quoi l'important de dire dans quelle catégorie principale tel dérivé rentre? Tosfot dit parce qu'au cas où on fait une atra'a, c'est-à-dire on le rappelle que pour être hayav bemezid de la sanction, il faut qu'il y ait 2 témoins qui aient fait un avertissement au fauteur, on dit attention, ne fais pas ça parce que si tu fais ça, tu vas être sanctionné. Ça s'appelle en hébreu une atra'a. Et alors, la question est de savoir si quelqu'un a fait, disons, une tolada, il a fait un dérivé, et qui lui dit ce dérivé, tu sais, cet acte-là, il est interdit, non pas au titre du dérivé, mais au titre de la catégorie principale. Alors, si c'est la bonne catégorie principale, la tra est valable. Mais s'il se trompe de catégorie, s'il lui dit ce que tu es en train de faire, ça dérive de tel melacha, et c'est pas vrai, alors là, ça invalide la tra. Donc, c'est pour ça qu'il fallait savoir, c'est important de connaître chaque tolada, dans quelle catégorie elle rentre. Voilà ce que Tosfot a expliqué. Et Tosfot ensuite dit, on aurait pu comprendre, avant même il l'avait dit, on aurait pu comprendre autre chose. On aurait pu dire encore que la règle est que d'une manière générale, quand quelqu'un commet un dérivé, celui qui fait l'avertissement doit obligatoirement lui dire de quelle catégorie principale ça provient. Donc on dit non, ça on ne peut pas le dire. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de règle comme ça. Si quelqu'un fait un dérivé, je peux lui dire c'est interdit, sans préciser pourquoi, ça suffit. Par contre, si je n'ai pas le droit de lui donner une fausse information.
Donc si déjà je lui dis que ça rentre dans une catégorie principale, il faut que je donne la bonne catégorie principale. Voilà le résumé global du débat entre Rashi et Tosfot. Et je voudrais revenir sur le dernier paragraphe du Tosfot, Dibur Amatri Mishum Zorea, sur lequel on avait terminé le cours la dernière fois. Ve'od re'aya. Donc on va reprendre dans le Tosfot, Ve'od re'aya. C'est 3, 4, 5, 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant la fin du Tosfot. Ve'od raya, encore une preuve que quoi? Encore une preuve qu'il n'existe pas de loi, que lorsque quelqu'un commet une melacha, celui qui fait la tra doit lui dire de quelle catégorie principale ça procède. Il n'y a pas de règle comme celle-là. La preuve, encore une preuve. De Beresh Babakama. On avait vu la dernière fois, au début du traité Babakama, page 2a, Ka'amar, la Gemara dit là-bas, parce que comme dans Babakama, la Mishnah commence par Arba Avot Nezikin, on parle aussi de catégorie principale. Donc la Gemara, elle regroupe toutes les occurrences et toutes tous les sujets, tous les domaines où il est question de catégorie principale, parce qu'on trouve les catégories principales dans le Shabbat, on les trouve dans les dommages intérêts, on les trouve dans les lois d'impureté. Donc la Gemara, elle regroupe tout cela et elle pose des questions sur chacun. Et là, à propos de Shabbat, elle pose la question suivante. Le Rabbi Eliezer de Mochayev Atolada Bamakom Av. Rabbi Eliezer, lui, il dit que si quelqu'un a commis une Tolada et aussi son Av, nous, on a dit, du moment que ça appartient à la même catégorie, c'est un seul korban. Rabbi Eliezer n'est pas de cet avis. Il dit, s'il fait le même Av 10 fois, il est chayav que 1. S'il fait la même Tolada 10 fois, il est chayav que 1. Mais s'il fait le Av et une de ces Toladot, il est chayav 2. Donc la Tolada et le Av sont comme deux catégories différentes. C'est la position de Rabbi Eliezer. La halakha n'est pas comme ça. Mais la Gemara, donc, c'est un avis important, celui de Rabbi Eliezer. Et alors, la Gemara demande, d'après Rabbi Eliezer, qui rend chayav d'un korban séparément sur le dérivé, alors qu'il a déjà fait le Hav et qu'il va être sanctionné par un korban pour le Hav, donc d'après Rabbi Eliezer, finalement, il n'y a pas de différence entre Tolada et Hav. Amai karile Hav, amai karile Tolda. Pourquoi est-ce que pourquoi les Chachamim ont-ils alors créé ce concept de catégorie principale et de dérivée, puisque finalement, la dérivée a exactement les mêmes caractéristiques au niveau pratique que la catégorie principale. C'est-à-dire, sous-entendu, Bishlama, si on dit, comme nous disons, que tout ce qui procède d'un Hav, si on fait 10 toladot du même Hav, on est chayav qu'une fois, alors c'est très important de savoir qui est le Hav, qui est la tolada, parce qu'on dit, cela il procède du Hav, donc c'est un seul korban. Mais d'après Rabbi Eliezer qui dit, non, un tolada c'est comme un Hav d'une autre catégorie. Alors pourquoi créer ce concept de tolada et de Hav? C'est ça que la Gemara demande. Et personne ne nous dit pas quelle va être la réponse de la Gemara, mais je vous la donne. La Gemara va répondre, en fait, les Chachamim ont créé ce concept pour nous expliquer d'où ça sort. D'où sortent les melachot de Shabbat. Et donc on sait très bien que la réponse est parce que c'était au Mishkan. Donc le travail qui était effectué au Mishkan, lui on va l'appeler Hav, parce qu'il était au Mishkan, et ceux qui n'étaient pas au Mishkan, on va les distinguer, même si concrètement ça n'aura pas d'implication pratique, mais pour comprendre comment on en est arrivé là. D'où le terme de dérivé, c'est vraiment pas pour qu'on sache, mais comment on sait que pourquoi greffer c'est interdit? C'était pas au Mishkan. Oui, mais ça procède de la famille de planter. Et on plantait pour faire les teintures du Mishkan. Alors, donc la Gemara a demandé pour Rabbi Eliezer, pour quelle raison il y a cette distinction entre Tolada et Hav, qui n'est pas justifiée, puisque pour lui, on est chayav sur l'un aussi bien que pour l'autre. Velo meshani, et la Gemara ne répond pas, de la achikari le Hav, de tsarich la trot à Tolada mishum Hav. La Gemara, alors, si on disait qu'il y a une halakha, que quand quelqu'un fait une tolada, il faut lui dire, tu sais, ce que tu fais est interdit parce que ça appartient à telle famille. En soi, ça justifie déjà la nécessité de savoir qui est le Hav et qui est la tolada.
Donc là, pourquoi la Gemara ne répond pas comme cela? C'est la preuve qu'il n'y a pas de loi comme cela, que quand quelqu'un fait une tolada, on n'a pas à lui dire de quelle famille ça appartient. Voilà la preuve que Tosfot a apportée. C'est clair? Alors, pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'il y a une question évidente qu'il faut poser là-dessus. Le Maharshal la soulève, il dit, mais qu'est-ce que Tosfot il a dit? Tosfot a dit, il n'y a pas de loi qui impose, quand quelqu'un fait une tolada, de dire de quel ave à quel ave il appartient. Mais par contre, si quelqu'un a fait une tolada et qu'il l'a informé du ave, il lui a pas dit tu es en train de faire tel tolada, il dit tu es en train de faire tel ave, et bien c'est valable aussi. Parce que finalement la tolada découle de ce ave. Donc c'est bien la distinction que Tosfot a opérée. On n'est pas, contre quelqu'un qui fait une tolada, on n'est pas obligé de l'avertir en lui disant ça appartient à telle catégorie. Mais si on lui dit c'est interdit parce que ça procède de telle catégorie, c'est valable aussi, pourvu qu'on ne se trompe pas de catégorie. Donc la Gemara, elle aurait pu, même d'après, selon le système de preuve de Tosfot, qui dit pourquoi la Gemara ne répond pas comme ça, ben on peut renvoyer à Tosfot le compliment. On peut dire d'après toi qui dit que la Gemara ici, quand elle a dit que Mavrir ou Markiv il Chayav Mishum Notea, tu me dis que c'est pour me dire que si quelqu'un greffait, il lui a dit tu sais ce que tu fais, c'est interdit parce que ça s'appelle planter, et ben c'est bon. Mais c'est ça qui justifie que l'un soit Av et l'autre soit Tolada. Parce que s'il lui disait autre chose, s'il avait dit la Tolada ou d'une autre Tolada, ça ne marcherait pas. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qui est Av et qu'est-ce qui est Tolada. Donc la preuve de Tosfot, que Tosfot a apportée à ses dires, ça devrait être une contre-preuve, parce que cette même preuve vient annuler ce qu'il vient d'expliquer. Est-ce que c'est clair ou pas? Je sens que ce n'est pas très clair. Alors j'essaie à nouveau. Tosfot dit, la preuve, la Gemara pose une question à Rabbi Eliezer. Il dit, d'après toi, qui dit que même quand quelqu'un fait Av et Tolada, il est chayav 2 fois. Donc pour toi, Tolada c'est égal Av. Donc c'est pas la peine de faire une distinction entre le Tolada. Il n'y a pas de lieu, il n'y a rien dans la halakha qui justifie qu'on fasse cette dissociation. C'est ça la question de la Gemara. Tosfot dit, ça prouve que lorsque quelqu'un fait une Tolada, on n'a pas besoin systématiquement de lui dire ça procède de tel ave. Parce que si cette règle existait, eh bien ça justifie en soi la nécessité de dire il y a ave et tolada, puisque c'est important de savoir ce qui est ave et ce qui est tolada, puisque si quelqu'un fait quelque chose, il faut chaque fois lui dire ça procède de tel ave. Puisque la Gemara a posé la question, c'est qu'il n'y a pas de règle comme celle-là. Ça, c'est la preuve de Tosfot. Et alors, la question du marcha est, mais alors, poursuivons le raisonnement. Alors, donc, si je trouve encore une autre nafkamina, il y a la question va se reposer. Or, d'après Tosfot, il y a une nafkamina entre la tolada et le av. C'est que si quelqu'un a fait une tolada et qu'il ne lui a pas dit c'est interdit parce que c'est une tolada, il lui dit c'est interdit parce que c'est av, ça rentre dans tel av, c'est valable aussi. Mais ça, pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui est av et qu'est-ce qui est tolada. Donc, pourquoi la Gemara ne répond pas comme ça? Donc, si la Gemara ne répond pas comme ça, c'est qu'il n'y a pas de loi comme ça. Donc, ça veut dire que le pshat de Tosfot, il est faux. Voilà la question que le Maharshal soulève. Alors la réponse que le Maharshal lui-même va proposer à sa question, on a vu que pour Tosfot, si quelqu'un fait 2 avot de la même famille, comme par exemple Zoréa et Notéa. Il y a écrit dans la Gemara aussi que c'est la même chose. Et il sera chayav qu'une seule fois. Donc on voit que même 2 avot de la même famille, on est chayav qu'une fois. Alors par conséquent, c'est pas important de savoir qu'est-ce qui est Tolada ou qu'est-ce qui est Av, parce que même si tout était Av, il y aurait la même chose. L'essentiel, c'est de dire qu'ils sont de la même famille. Mais c'était pas nécessaire de distinguer ce qui est Tolada et de ce qui est Av, puisque même si on disait que tout est Av, ben ça serait la même chose, puisque sur Tosfot, du moment qu'on est dans la même famille et qu'on est plusieurs avot, on est chayav que un. Donc voilà, donc c'est pourquoi on ne pouvait pas répondre comme ça ne justifiait pas. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On a besoin de faire la distinction entre Tolada et Av pour me dire que s'il a averti la Tolada au titre du Av,
et il est quand même chayav, mais c'est pas la peine pour ça de créer un statut de Tolada et de Av. On peut dire que tous c'est des Avot, et ça sera pareil, puisque du moment qu'ils sont dans la même famille. Donc ça justifiait pas. Ça, c'était un premier point. Je suis d'accord que c'est un petit peu pointu, mais bon, je tenais à le dire quand même, pour être complet. Et il y a une deuxième question sur ce Tosfot, que le Sfat Emet soulève à propos de la preuve de Tosfot. Toujours cette preuve-là. Tosfot a voulu prouver qu'il n'y a pas de règle comme quoi on doit avertir sur la Tolada au titre du Hav, pour la preuve qu'on a vue. Alors il dit, c'est vrai, disons que la preuve est une bonne preuve, mais c'est une preuve d'après Rabbi Eliezer, parce que la Gemara elle était dans Rabbi Eliezer. Alors ce que le Sfat Emet essaye de soulever comme question en disant, mais c'est pas parce que Rabbi Eliezer dirait qu'on n'a pas besoin d'avertir sur la Tolada au titre du Hav, que ça serait la même chose pour les Rabbanan. Peut-être que Ha Beha Talia. C'est-à-dire, les Rabbanan, eux, ils pensent que lorsqu'on fait Tolada et Hav d'une même famille, on est chayav une fois. Pour Rabbi Eliezer, on est chayav sur chacun séparément. Alors il dit, que Rabbi Eliezer nous dise que si on fait une Tolada, on n'a pas besoin de l'avertir au titre du Hav, ça peut se comprendre parce que la Tolada, elle est très importante pour lui. Puisque si on fait une Tolada et le Hav de la même famille, on est chayav deux fois. Donc il n'y a pas de hiérarchie entre le Hav et la Tolada. La Tolada est très importante. Bon, si la Tolada est importante, c'est normal que c'est pas la peine de dire la Tolada découle de ce Hav, puisqu'elle a les mêmes prérogatives que le Hav. Pas la peine de le dire. Mais d'après les Rabbanan qui disent, ah non, le Hav il est beaucoup plus important. Si vous faites plusieurs Havot du même Hav, finalement, c'est ce Hav-là dont qu'on va prendre en compte, et tous les autres, ils vont se confondre dedans. Donc la Tolada est beaucoup moins importante que le Hav. Donc c'est pas parce que, selon Rabbi Eliezer, on a la preuve qui dirait qu'on n'a pas besoin d'avertir la Tolada au titre du Hav, qu'il en irait de même pour les Rabbanan. Et nous, on a besoin de savoir la preuve pour les Rabbanan, puisque la halakha, elle est comme les Rabbanan. Voilà la question assez pointue aussi du Sfat Emet. Alors, qu'est-ce qu'il répond le Sfat Emet là-dessus? Il répond pas. Hein. Il répond pas. Et alors, moi, je propose une réponse en disant que Tosfot envisage que la seule raison qui serait sérieusement envisageable pour dire que quand quelqu'un fait une Tolada, il faudrait lui dire de quel Hav ça découle. Pourquoi il y aurait cette raison-là? C'est pour que la personne qu'on avertit ne soit pas en train de se dire « mais il dit n'importe quoi, il se moque de moi ». Pourquoi il dirait ça? Parce qu'il saurait ce qui était au Mishkan et ce qui n'était pas. Et donc il dirait, il me dit que ça, il me dit que ça, c'est interdit. Mais pourquoi c'est interdit? C'était pas au Mishkan. Alors c'est pour ça qu'il y aurait un lieu de dire que ça découle de ça, et ça c'était au Mishkan. Mais si c'est ça la raison, alors ça dépend pas de Rabbi Eliezer ou des Rabbanan. Pour tout le monde, il y aurait ce problème-là. Et c'est ça la seule raison pour laquelle Tosfot envisagerait qu'il y ait cette règle-là, c'est pour éviter qu'on dise il se moque de moi. On avait vu dans Tosfot lui-même cette idée qu'il se moque de moi. Alors si c'est que ça, il n'y a pas de raison de faire un distinguo entre les deux. Donc si c'est une preuve pour Rabbi Eliezer, ça serait une preuve pour les Rabbanan aussi. Voilà l'explication que je voulais proposer. Est-ce qu'on peut dire que si on appelle quelques dérivés Hav, c'est parce qu'il y avait des dérivés qui étaient pratiqués dans le Mishkan? Ah non, alors là, ils ne seront pas dérivés. S'ils étaient pratiqués dans le Mishkan, ils sont automatiquement Hav. Par définition. C'est ça la définition d'un Hav. Si le lachat était au Mishkan. Du tissu, il y a peut-être des choses qu'on fait aussi, je ne connais pas trop le métier, mais qu'on fait et qui peuvent peut-être dériver pour fabriquer un tissu. Il n'y a pas que des Havot, il y a plusieurs éléments pour fabriquer. Mais, bien sûr qu'il y a plein d'éléments, mais chaque élément est un Hav. On a vu ça, on a vu que toutes les semées, labourer, semer, on n'a pas vu les autres. C'est pas les dérivés. Dérivés par définition, c'est quelque chose qui n'était pas au Mishkan, mais comme ça ressemble dans le principe
et ça ressemble dans l'action, alors ça s'appelle un dérivé. En fait, la question, j'ai compris, c'est que des fois, pour un acte, vous faites une préparation. Ben oui. Pour la Britnda. Il y a Ben oui. des choses qu'on prépare avant. Ben oui. Parce que ce qui est la préparation d'avant Mais- est considéré comme. On l'a vu dans la Mishnah, on a vu pour les simanim, il fallait fabriquer les simanim. Tout le travail qui vient avant, c'est les préparations. Quand vous labourez, vous n'êtes pas en train de fabriquer la teinture. La fabrication de la teinture, ça sera quand vous allez avoir déjà la plante, vous l'aurez déjà cueillie, vous l'aurez mis dans de l'eau, vous l'aurez mis chauffé, là ça va faire de la teinture. Et tout le reste avant, il y a une dizaine d'opérations avant, et c'est tous des havocs. Donc là, il n'y a pas de la moindre ambiguïté possible. Voilà, ça c'était une petite introduction qui était une conclusion du cours de la semaine dernière. Et maintenant, on revient à la Gemara. Amarav Kahana. Donc là, c'est encore un enseignement d'Anamora. Et on est toujours dans la même souvia de Notea, en fait, aux Zoréa. On est toujours sur c'est la première melacha. Hein. On est en train de commenter la première melacha qui était Zoréa avec ses dérivés. Alors on a vu que Zomer, on avait déjà parlé de Zomer, que Zomer c'est élaguer, et on a vu que c'est un dérivé de planter. Maintenant, qu'est-ce qu'il rajoute là-dessus, Rav Kahana? Zomer v'tzarich le'etzim chayav shtayim. Ah, si quelqu'un élague, en général on élague pourquoi? Élaguer, c'est pour la santé de l'arbre. C'est ça parce qu'il y a on a besoin que la plante puisse se régénérer, donc il faut on enlève des branches qui sont un petit peu vieilles, et puis ça va donner un coup de jeunesse à l'arbre. Mais il se peut aussi que parfois il y a un double intérêt à couper Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a coupé? Alors soit on les met à la poubelle parce qu'on n'en a pas besoin, soit on peut les utiliser. Comme bois de chauffe, par exemple. Alors, c'est ça le cas. Zomer, v'tzarich la'etzim. D'un coup, il élague, mais il va récupérer. Il est très content d'avoir coupé ce bois parce que ça va lui servir. On va regarder Rashi tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Zomer, le'atzmi achagefe. Donc, Rashi prend l'exemple d'une vigne parce qu'en général, dans la Torah, et karmecha lotizmor. Donc la Torah emploie le terme de Zomer spécialement pour la vigne. Mais ça va pour n'importe quoi en fait. Alors Rashi a pris l'exemple de la vigne pour rester dans le modèle biblique. Et il dit donc Zomer, le terme de Zomer en lui-même, il implique qu'il a fait ça pour stimuler la croissance de la vigne. La tzmiach hagefeh, v'tzarich la'etzim. Mais aussi il a besoin du bois. Pourquoi faire? Comme disait M. Rose, la saka, comme bois de chauffe, pour le chauffage. Alors, Rashi nous explique ce que la Gemara va dire, Mishum de Tsarich Lahem, par le fait qu'il en a besoin, avec Tolada de Kotser, ça va devenir un dérivé de Kotser aussi. Pourquoi? De Tsarich Lahem Iliktsor, parce qu'il a besoin aussi de couper dans le sens de kotser, c'est récolter, c'est cueillir. Il en a besoin pour le cueillir. De tsarich la militzor, il a besoin. Donc on revient à la Gemara. Zomer v'tzarich le'etzi. S'il élague, mais qu'il a besoin du bois qu'il va couper, chayav shtayim. Du coup, il a fait avec un acte de melachot. Et il va être passible de deux sacrifices. Achat mishum kotser, une au titre de kotser, cueillir, ve'achat mishum notea, et l'autre au titre de planter. C'est logique, n'est-ce pas? Je regarde si j'ai un commentaire là-dessus, je ne me rappelle plus, je ne crois pas. Non, ça paraît très simple. Alors, on va tout de suite faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je propose de terminer les Rashi et ensuite on fera les Tosfot. De terminer la Gemara, je veux dire avec Rashi, et ensuite on fera Tosfot. C'est pas très long. Comme ça, parce que tout ça forme un tout. Amar Rav Yosef, dans la même veine que Rav Kahana, Rav Yosef enseigne
Hayman de Katal Aspasta. Katal, littéralement, c'est tuer, mais ici, ça veut dire qui cueille. Aspasta, c'est quoi Aspasta? On regarde dans Rashi. De Katal Aspasta, Shachat. Shachat, c'est des plantes fourragères. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces plantes fourragères qu'on appelle Shachat? V'kotzrin oto shalosh pa'amim b'chodesh. V'chozer v'tzomeach. Alors, ce qui se passe, c'est que on les cueille au cours de leur croissance, 3 fois en un mois. Et chaque fois, ça repousse. Donc plutôt que d'attendre, que d'attendre simplement que ça arrive à maturité, on se retrouverait avec une plante. Quand ça arrive à moitié de la maturité, on les coupe. Donc on a déjà récupéré une plante. Ça va repousser, la même chose. Et 3 fois la même opération dans un mois permet d'avoir 3 plantes. Avec la même plante 3 fois. Donc c'est ça la particulier de Aspasta. Donc il a cueilli du Aspasta. Alors il va être Chayav Shtaim, on revient à la Gemara, il va être passible de 2. Pourquoi? Achat Mishum Kotzer, c'était le but de l'opération. Mais Achat Mishum Lotea, pourquoi? Parce que chaque fois qu'il cueille au cours de maturité, ça relance et ça permet, ça stimule et ça crée une nouvelle plante qui va arriver. Donc lui il faisait ça pour les deux en fait. Il est double parce que lui il sait pourquoi il fait ça alors que c'est pas fini, parce qu'il sait qu'il va le récupérer la suite et il va refaire la même opération parce qu'entre temps ça va repousser. Donc il sait très bien que le fait de couper ça va entraîner le fait que ça va repousser et il fait ça dans ce double objectif. Donc le double objectif, double korban. Évidemment on parle de quelqu'un qui fait ça le Shabbat. Donc la mesure où il fait ça le Shabbat il est chayav 2 fois. C'est exactement le même principe que précédemment. Sauf que là, c'est encore plus systématique. Là, c'est fait vraiment pour ça. Là, c'est parlant. Donc, Chayav Shtaim, Achat Mishum Kotzer, Ve Achat Mishum Lotea. Et dans la même veine, un dernier enseignement, Amar Abaye, cette fois-ci au nom de Abaye, Hayman de Kaniv Silka. Alors, chaque fois, là, c'est un petit peu compliqué. Kaniv, on ne connaît pas. Silka, c'est Selek. Selek, même aujourd'hui, c'est de la betterave. Donc on sait qu'il parle. Donc il parle de betterave, mais qu'est-ce qu'il dit de la betterave? On va voir dans Rashi. Kaniv silka, choter teradin minamochubar. Il sectionne des betteraves qui sont encore en terre. Vechozrin ugdelin, et du coup ça se remet à pousser. Alors la betterave, a priori, ce qu'on en consomme, c'est la racine. C'est pas les plantes. Les plantes, on n'en fait rien. La betterave, c'est une racine qui est en terre. Donc le chidouche ici de Abaye, la particularité, ce qui est nouveau par rapport jusque-là, c'était sur la terre. Là maintenant, il rentre dans la terre, il coupe une partie de la racine, et ensuite la racine, elle va repousser. Cette fois-ci, je ne sais pas si c'est la partie supérieure ou la partie inférieure. Une fois, j'avais étudié la Gemara avec quelqu'un qui était ingénieur en agronomie. On avait beaucoup plus d'informations, mais là, ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il s'attaque à la racine, il coupe une partie de la racine. La racine, elle va repousser de nouveau, elle va se reconstituer. Et donc, du coup, il va être chayav 2 fois. Il a gagné déjà une partie de betterave, et en plus, ça va stimuler la création d'un autre complément de betterave. Donc tout ça, c'est très facile, c'est 3 fois la même idée, c'est qu'il fait 2 melachot en une, en fonction de son objectif. Pourquoi ici 3 fois les mêmes principes? À chaque fois, il y a... quelque chose. Oui. Alors, Rav Kana, c'est la base. On était sur Zomer, donc c'est le cas de Zomer classique, basique. Ça, c'est disons, vraiment le cas type. Et ensuite, c'est un peu plus sophistiqué. Donc, le cas de Rav Yosef avec Aspasta, c'est plus sophistiqué parce que c'est systématique. Là, le Zomer, c'est par hasard, c'est Zomer et Tsarich Laïtzim. On a pris un cas. Mais Aspasta, c'est pas un cas. C'est fait comme ça, c'est fait pour ça, c'est calculé pour. Donc, c'est la même idée, mais c'est une illustration saisissante de cela.
Donc il faut commencer d'abord par un exemple basique, et ensuite on prend un cas plus sophistiqué. C'est vraiment marqué, quoi. Mais, bon, si on avait commencé par le cas sophistiqué, ça aurait été compliqué. On commence par quelque chose de simple, et ensuite on prend quelque chose de sophistiqué. Et l'histoire de la dernière histoire, c'est parce qu'on est on est cette fois-ci à l'intérieur de la racine, donc c'est encore quelque chose de nouveau. Voilà, comme ça j'ai compris. Alors maintenant, on va étudier Tosfot. On a 2 Tosfot sur ce passage. Zomer, Vetzarich laetzim, Chayav shtaim. Donc ça, c'était le premier enseignement de Rav Kahana, que lorsqu'on élague et qu'on va utiliser le bois qu'on a élagué, on va être Chayav 2 fois, une au titre de lotéa, planter, stimuler la croissance, et l'autre au titre de cueillir, parce qu'on a cueilli du bois. Alors, Tosfot, il a un problème à cause d'une autre Gemara. Va de Amar, Beperek Zeborer. Ce que la Gemara dit dans le chapitre Zeborer, c'est dans Sanhedrin Daf Kaf Vav Amud Aleph, 26a. Tu Chazyua Leaou Gavra Dave Kakasach. Après, ils ont vu un monsieur qui était en train de cueillir. Alors, je vais quand même vous donner plus d'éléments, parce que Tosfot a juste sorti un extrait. Alors moi, j'ai recopié l'ensemble du passage pour être plus clair et plus complet. Voilà ce qui est écrit là-bas dans Sanhedrin. Rabbi Chia bar Zarnouké de Rabbi Shimon ben Yehud Tzadak. Ce sont des auteurs qui ne sont pas très connus, des Israéliens. Rabbi Chia bar Zarnouké et Rabbi Shimon ben Yehud Tzadak. Havu ka'azle le aber shana be'Asia. Littéralement, ils sont partis en Asie. En Eretz Israël, c'est aussi en Asie, mais enfin, disons dans une autre contrée voisine d'Eretz Israël, qui s'appelait l'Asie. Et ils sont allés pour déclarer l'année embolismique. Alors, je vais donner quelques détails. Ça veut dire quoi déclarer l'année embolismique? Vous savez qu'on a des années de 12 mois et des années de 13 mois. Alors, quand c'est une année de 13 mois, il y a 2 Hadar. Hadar Rishon et Hadar Sheni. À l'époque de la Gemara, il n'y avait pas de calendrier fixe comme aujourd'hui, où tout a été, tout est prévu à l'avance sur des centaines d'années. On sait déjà quelle année sera embolismique et quelle année ne sera pas. À l'époque, c'était au cas par cas, en fonction. Pourquoi est-ce qu'on faisait les années embolismiques? Vous savez bien qu'on a un calendrier qui est lunisolaire, c'est-à-dire qu'il est à la fois lié à la Lune, puisque ce sont des mois de 29 et 30 jours en fonction de la nouvelle Lune, mais il faut aussi que le calendrier corresponde aux saisons, puisque Pessah, c'est la fête du printemps, Shavuot, c'est la fête de la moisson, et Sukkot, c'est la fête de la récolte, donc c'est pas comme le Ramadan qui tourne toute l'année. Et donc il y avait besoin d'une régulation. Donc cette régulation, elle se fait de temps en temps, on rajoute un mois, et comme ça on rattrape parce que comme la Lune, elle a un cycle, de 350 jours à peu près, alors que 352, alors que le Soleil c'est 365. Donc chaque fois il y a une dizaine de jours de décalage. En 3 fois, il y a 30 jours, plus que 30 jours. Donc c'est pour ça qu'il faut faire. Mais à l'époque, comment on faisait? On allait voir la situation de l'agriculture, et en fonction de l'état, on disait, non, là ça va encore, là le temps qu'on calcule, quand on va arriver Pessah, ça sera encore plus ou moins le printemps, donc c'est bon. On sera plus en hiver vraiment, on sera déjà près du printemps, donc c'est pas la peine de créer l'année embolismique. Et puis lorsqu'on voit que là, alors il y aura un vrai décalage, donc c'est ça. Ils sont partis en Asie, le Haber et Tachana, pour voir s'il y avait lieu de déclarer l'année embolismique ou pas encore. Et Tosfot rajoute, mais on n'a pas le droit de déclarer l'année embolismique en Koutz Laaretz. Alors il dit, oui, non, il ne s'agissait pas de déclarer l'année embolismique, il s'agissait juste d'aller sur le terrain pour se rendre compte comment c'était là-bas. Je suppose que tu es plus à l'est, et en fonction de comment c'était là-bas, il pouvait calculer comment ça se passerait en Eretz Israël. Quelque chose comme ça. Bon, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais c'est juste pour expliquer la Gemara. Donc, ils sont partis là-bas. Paga Beur Esh Lakish.
Resh Lakish les a rencontrés en route. Où vous allez? Ah ben on va envoyer un petit voyage pour voir si on fait une année en polismique. Alors, Itpil Be'adayou. Il a dit, moi je vais avec vous. Amar, Ezil et Chezé et Chiavde. Il a dit, ça m'intéresse de voir comment il procède. C'est intéressant de savoir. Donc Resh Lakish dit, je vous accompagne, si ça ne vous dérange pas, je vous accompagne. Voilà, ça c'est le cadre. Ça n'a pas l'importance, c'est juste dans ce cadre-là que intervient ce que Tosfot cite. Ce que Tosfot nous cite. Et là, on arrive à ce que Tosfot nous cite. Qu'est-ce que Tosfot nous a dit? Tout Chazioua. Voilà, donc ils ont déjà vu un certain nombre de choses, et tout d'un coup, tout par la suite, Chazioua, ils ont vu le Haou Gavra, un monsieur, avec Kakassar. Alors, Kassar, ça veut dire quoi? Rachidi, Zomer Kerem, qui élaguait une vigne. Donc, ils ont rencontré quelqu'un, un juif, qui était en train d'élaguer. Sur leur route, ils voient un juif qui est en train d'élaguer la vigne. Alors, je reviens à mon Tosfot. Amar Lahem, Resh Lakish dit à ses deux compères, Kohen Vezamir. C'est un Kohen et il élague la vigne. Alors là encore, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Là encore, je reviens à Rashi là-bas. Rashi explique, on était pendant l'année de Shemitah. C'était encore dans une année de Shemitah. Et donc ça devait être, disons, en fin d'année de Shemitah, ça devait être en Elul, disons, en Elul, fin d'année de Shemitah, puisqu'ils étaient en train de voir s'il y avait lieu d'être Mehaber dans le Hadar qui suit. Et donc, il est interdit, pendant l'année de Shemitah, d'élaguer les vignes. La Torah dit « Et karmecha lotizmor ». Et alors, pourquoi il dit « c'est un Kohen » Parce que Resh Lakish leur a dit que c'est un Kohen, et voilà, et vous voyez, c'est un Kohen, et il est la Shvit. Et pourquoi il dit ça? Parce que la Gemara dit dans Sanhedrin un peu plus loin que Kohanim nerchedou bishvi'it. C'est très bizarrement, il y avait spécialement des soupçons qui pesaient sur les Kohanim. Les Kohanim étaient connus pour transgresser les lois de la Shemitah. Très curieux. Alors Resh Lakish dit, voyez, ça confirme ce qu'on dit. Voyez, il est Kohen, ce gars-là, je le connais, c'est un Kohen, et ben, il est en train d'être envers les lois de la Shemitah. Voilà le sens du passage. Et alors, en quoi ça nous concerne? Parce que, qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? Ils vont dire, c'est pas sûr, t'es méchant, peut-être qu'il fait rien de mal. Amroulé, ils lui ont dit, Yachol Lomar, il peut très bien vous dire, le Akel Betabad Anitzari, que moi je ne suis pas en train d'élaguer ma vigne pour récupérer les sarments et en faire quelque chose et les mettre en bois de chauffe, c'est pas du tout ça. Moi je suis en train de couper des fils, des vrilles de la vigne pour pouvoir, Ekel Betabad, ça veut dire emballer les sacs d'olives qu'on va amener au pressoir. Parce que quand on pressait les olives au pressoir pour faire de l'huile d'olive, on les mettait dans un sac et on fermait le sac et on écrasait les olives. Et donc l'huile sortait et la partie olive dont on n'avait pas besoin, elle restait dans le sac. Et donc on avait besoin de fils pour fermer le sac. Et vous savez que dans la vigne, il y a des fils comme ça, qu'on appelle des vrilles, qui peuvent servir de bonnes ficelles. On n'a pas des ficelles à l'époque facilement. Alors il peut dire, je faisais ça pour ça. Et si je fais ça pour ça, donc je n'utilise pas, je ne coupe pas la vigne pour la stimuler. C'est pas du tout mon objet. Mais c'est simplement pour récupérer les vrilles, c'est tout. Voilà ce que la Gemara dit là-bas. Alors maintenant, c'est quoi la question de Tosfot? Afalgav de Acha Machayav Mishum Notea. Mais chez nous, on dit que si quelqu'un, il est Omer, il est Chayav Mishum Notea. Donc qu'il le fasse pour ça ou qu'il le fasse pas, le fait est qu'il l'a fait. Donc lui, il dit, je l'ai pas fait
pour ça. Moi, je l'ai fait parce que j'ai besoin. Mais on a bien vu ici que quelqu'un qui élague une vigne ou un arbre, bah, il est chayam mishulotea. On n'a pas dit, alors qu'il était tsarich la etzim. Il était chez nous. Il est zomer ve tsarich la etzim. Donc, attention, tu as compris qu'il n'a pas nécessairement besoin, lui ne fait pas ça nécessairement pour élaguer, puisqu'il a besoin des etzim. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'élaguer, mais le fait est qu'il va élaguer, donc il est chayav quand même. Alors, c'est pas une. Donc, comment comprendre la Gemara là-bas? Même s'il dit, je ne l'ai pas fait pour ça. Oui, mais monsieur, vous l'avez fait. C'est un petit péché. En quelque sorte, c'est un petit créchat de Nichale. Eh oui, c'est un petit créchat de Nichale, donc il est chayav. Donc, qu'est-ce que c'est que cette réponse des élèves, des compères de Rabbi Resh Lakish en fonction de notre Gemara? Voilà la question de Tosfot. Réponse très simple. On peut expliquer que là-bas, on parle d'un cas où l'arbre ne s'arrangeait pas avec ça, au contraire, ça l'abîmait. Donc là encore, on ne connaît pas exactement les tenants, les aboutissants, mais il y a des moments où élaguer est contre-productif. S'il a déjà été élagué, ou s'il est, je sais pas, en fonction de la situation de la plante, il y a des moments où il ne faut surtout pas élaguer. Et donc là, il élaguait de manière contre-productive. Donc il n'arrangeait rien du tout. Donc s'il n'arrange rien, évidemment, il n'y a pas lieu de dire qu'il est chayav mishum zomer. Voilà donc il n'y a pas ici de commentaire particulier à faire là-dessus. C'est très simple. Alors maintenant, on arrive au Tosfot suivant. Qu'est-ce qu'il amène de plus de Tosfot? Il amène de plus qu'il y avait une objet. Un cas où la Mahashava n'est que pour autre chose. Non, le problème de Tosfot, c'était qu'il y a une Gemara qui contredit la nôtre. C'était ça la problématique de Tosfot. Comment? C'est pas possible. On dit une chose chez nous, on dit le contraire là-bas. Donc il faut trouver une solution. Donc Tosfot a trouvé une solution facile en disant on parle d'un cas où, puis voilà, le problème. C'est pas qu'il y a un chidouche, une nouveauté au niveau de la réflexion, au niveau du raisonnement. Non, c'est juste une manière de résoudre le problème. Donc, on arrive au deuxième Tosfot qui est toujours sur la même chose. Et d'ailleurs, le titre est le même. Vetzarich laetzim, Zomer vetzarich laetzim. Il est là et il a besoin du bois. Alors, qu'est-ce que Tosfot nous dit ici? Nire, de afilu le Rabbi Yehuda, de mechayev melacha she'ena tzricha le gufa, ba'inan tzarich laetzim. Ah, alors là, il faut peut-être qu'on explique un petit peu les concepts. Donc je traduis d'abord. Nire, il semble, c'est-à-dire c'est pas sûr, c'est un chidouche de Tosfot, il semble que même pour Rabbi Yehuda, qui dit qu'on est chayav quand on fait une melacha dont on n'a pas besoin pour elle-même. Melacha she'ena tzricha le gufa. Donc, melacha she'ena tzricha le gufa, je fais une melacha dont je n'ai pas besoin pour la melacha en tant que telle. Alors, c'est quoi le cas type d'une melacha she'ena tzricha le gufa? Je crois qu'on le verra bientôt dans la Gemara. C'est celui, par exemple, qui a malheureusement Rachaman al-Islam, un mort dans sa maison, et il ne veut pas être incommodé par la mauvaise odeur, donc il sort le mort, il le met à l'extérieur. Donc il fait une Hotsa'a. Mais la Hotsa'a, telle qu'elle est définie, la Melacha de Hotsa'a, telle qu'elle est définie dans la Torah, c'est que je mets quelque chose à l'extérieur parce que j'ai besoin qu'il soit à l'extérieur. Il faut le mettre à l'extérieur. Mais là, je n'ai pas besoin qu'il soit à l'extérieur, peu importe où il est. Il pourrait être au funérarium, il pourrait être essentiel qu'il ne soit pas à la maison. Donc ça s'appelle qu'on a fait la melacha, mais pas pour elle-même. Parce que pour que ce soit pour elle-même, il faut que ce soit pour l'objectif pour lequel on faisait cette melacha. Et là, c'est un objectif négatif, en fait. C'est pas pour que ce soit dehors, c'est pour que ce soit pas à l'intérieur. Donc ça s'appelle plus la Hotsa déjà. Ça s'appelle une Hotsa, mais elle n'est pas tzricha pour elle-même. Elle n'est pas tzricha pour elle-même. Donc, Tosfot dit, alors, quel est le statut d'une melacha she'ena tzricha le gufa? Si je fais le Shabbat, un travail, comme celui-là, la Hotsa dont on a parlé, qui n'est pas fait pour elle-même. Est-ce qu'il est chayav ou n'est pas chayav? Il a fait une Hotsa.
Ela tzricha le goufa. Alors, c'est marqué entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit, bah oui, on est chayav. Finalement, il a fait la Hotzar, donc pourquoi il serait pas tout? Rabbi Shimon, il dit non. Ça, le fait que ça n'a pas été fait, la mlacha n'a pas été faite pour elle-même, alors ça l'a affaiblie. Elle n'est pas importante. Elle rentre plus dans la catégorie melechet marchevet. Et pour qu'une melacha soit une melacha d'oraita, il faut qu'elle rentre dans la catégorie melechet marchevet, une melacha chashuva. Une melacha qui est faite pour des raisons annexes et pas pour. Je peux donner un autre exemple peut-être qui vous parlera plus. Éteindre un feu. Alors, éteindre un feu parce que la lumière me dérange, je vais dormir. C'est melacha she'ena tzricha le goufa. Pourquoi? Parce qu'au Mishkan, pourquoi on l'éteignait? On l'a vu pour fabriquer du charbon. C'était un but constructif. Là, c'est pas constructif. Là, c'est négatif. C'est pour éliminer. C'est pas ça la melacha. C'est pas ça le fond de la melacha. Ça s'appelle aussi melacha she'ena tzricha le goufa. Pourquoi Rabbi Yehuda on est chayav? Celui qui éteint un feu, il est chayav. Rabbi Shimon dit on n'est pas tout. C'est pas melechet marchevet. Alors Tosfot dit, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un est lag, mais il n'a pas besoin, lui il ne le fait pas parce qu'il a besoin du bois. Donc, mais le fait est qu'il a sorti du bois, il a cueilli du bois, qui est utilisable. Lui, il ne l'a pas fait pour ça, mais il a fait l'utilisable. Donc il a fait une melacha de Ketzira. Mais pourquoi la Gemara a besoin de dire Tsarich la'etzim, il en a besoin lui-même, même s'il n'en a pas besoin. Finalement, il a cueilli du bois, donc il a fait une melacha she'ena tzricha le goufa. Alors, peut-être on peut dire, c'est à cause de Rabbi Shimon qu'on a dit ici tzarich la'etzim. Mais pour Rabbi Yehuda, même s'il n'était pas tzarich la'etzim, du moment qu'il a coupé du bois utilisable, quelqu'un va passer, il va dire ah mais c'est formidable, j'ai du bois pour me chauffer, ça suffit. Donc c'est une melacha she'ena tzricha le goufa. Pour Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin qu'il soit tzarich la'etzim. Il sera chayav de toute façon, ou pas. C'est ça la question de Tosfot. Tosfot nous dit, Niré, il me semble, d'afilou le Rabbi Yehuda, que même pour Rabbi Yehuda, de Mechayev, qui dit qu'on est chayav, melacha she'ena tzricha le goufa, quand on fait une melacha, alors qu'elle n'était pas nécessaire pour elle-même, telle qu'on la faisait au Mishkan. Ba'inan tzarich la'etzim. Même pour Rabbi Yehuda, pour être chayav, dans le cas de Zomer, au titre de Kotser, il faut qu'il ait lui-même besoin de ce bois. Pourquoi? De l'eau mikre be'etzim kotser et la be'inyanze. Parce que sinon, dans le cas du bois, ça s'appellera même pas kotser. C'est-à-dire que là, c'est même plus une melacha she'ena tzricha le goufa qu'on aurait fait. C'est même pas une melacha. C'est-à-dire que le besoin de cueillir, parce qu'on veut recueillir la chose, parce qu'on veut utiliser la chose, c'est dans la définition même de l'acte. Donc là, c'est un degré en plus. Si on n'a pas fait si l'acte n'a pas été fait, alors il n'y a pas question de rentrer ailleurs. Si l'acte est fait, dans le cas de Kibouy, l'acte a été éteint, l'Aotsar, il a sorti, c'est l'objectif qui est différent. Mais là, si on considère que lorsqu'il n'y a pas l'objectif, ça fait perdre à l'acte toute sa valeur, alors dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda reconnaîtra qu'on a besoin qu'il en ait besoin. Alors, d'où il sort ça, Tosfot? Il répond, Midé de Ave, ça veut dire par comparaison avec, Akorea almenat litfor ou Mochek almenat lirton. Il y a dans la Mishnah, on a vu deux melachot. On a vu la melacha de Korea, déchirée. Et la Mishnah disait, pour qu'il soit chayav, que ce soit av melacha, il faut qu'il déchire avec l'intention de coudre après. On avait expliqué pourquoi il déchire. C'était négatif, c'était destructeur. Non, attendez que j'explique pour le cas de Corée à Latford d'abord. Rachid expliquait parce qu'on parle d'un cas où il a un trou. Il y a un trou dans le pas dans la raquette, mais dans le tissu, et il veut recoudre. Mais quand vous avez quelque chose de rond, c'est très difficile de coudre. Alors, il déchire autour pour faire quelque chose de carré ou rectangulaire, et là, après, c'est beaucoup plus facile de coudre. Donc, c'est un coréen qui est constructif, parce qu'il fait ça à Manat Litfort, parce que pour mieux effectuer la couture qui va suivre. Donc, on a vu qu'il fallait que la Mishnah donnait comme condition pour qu'on soit chayav pour Koréa, que ce soit fait dans l'intention de faire une couture après.
ou encore Mochek, Almenak Lirtov. La Mishnah dira aussi que lorsqu'on efface quelque chose, le Shabbat, pour être chayav à titre de la melacha de Mochek, il faut qu'on ait l'intention d'effacer parce qu'on veut écrire par-dessus. Ou que de Amar Rabbi Yochanan, me père Kravit. Et d'ailleurs, on a encore une autre preuve d'un enseignement de Rabbi Yochanan plus loin dans Shabbat, dans le père Kravit, d'Afkouf même, donc c'est bien loin encore, 145. Echad Kevashim, Vechad Shelakot, Shesechatan Legoufan. Donc, Kevashim, c'est des légumes qui ont macéré. Kavouche, ça veut dire macéré dans des liquides. Veshlakot, c'est des légumes qui ont été cuits à chaud, de manière très ultra haute température, toujours dans des liquides. Donc le point commun de ces deux choses, c'est que c'est des liquides qui sont pleins. Non, ce sont des légumes qui sont pleins de liquides. Chez Sechatan, et il les a essorés, ces liquides, pour en faire sortir le lot. Alors, est-ce que c'est permis le Shabbat ou est-ce que c'est ou pas? Les goufan moutar. S'il fait ça pour exprimer l'eau, parce qu'il veut récupérer les légumes secs, alors c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il ne récupère pas l'eau. L'eau, il s'en fiche, il la jette. Les mêmes haines, mais s'il fait ça parce qu'il a besoin du liquide, chayav khatat. Là, il sera chayav khatat. V'amay shari le goufan. Alors pourquoi est-ce que la Gemara dit là-bas que si on les comprime, on les essore pour récupérer le légume sans liquide, alors c'est permis. Mais quand même, il a quand même essoré. L'évêque melacha shenatzricha le goufa. On devrait dire, bon, il a fait la... Alors c'est vrai qu'il a melacha. La melacha, c'est quoi? La melacha, c'est dash. Dash, on avait vu qu'on écrase le grain, l'épi de blé pour en faire sortir le grain. Et donc c'est la même chose ici. Il écrase le légume pour en faire sortir l'eau. Alors la différence, c'est que dans le cas du grain, il veut utiliser le grain. Là, dans le cas de l'eau, il ne veut pas l'utiliser. Mais ça devrait être une lacha chez l'être le goufa, donc ça devrait être khayar d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi on dit c'est permis? Réponse, et la ta'ama, le fichier derer disha vekar. Parce que ça s'appelle même plus disha. La notion de disha, c'est quand j'ai besoin de ce que je vais récupérer. Si j'en ai pas besoin, ça s'appelle même plus disha. Donc il y a des cas où c'est important, le concept qui est dans ce dosot, c'est que dans l'objectif de la melacha, parfois, elle ne participe pas à la définition de l'acte, et parfois, elle est simplement, ça s'appelle juste Tzarik le Goufa ou l'autre Tzarik le Goufa, elle intervient juste pour dire est-ce que ça peut melacha le Goufa ou pas, et parfois ça participe même à la définition de l'acte. Donc dans le cas de Disha, par exemple, si ce n'est pas le tzorer de la chose, ça s'appelle plus Disha. Ici aussi, dans le cas de Zomer Kotser, pour que ce soit Kotser, s'agissant du bois, couper du bois, si on n'a pas l'objectif du bois, ça dénature complètement la melacha, ça veut plus Kotser. Pour le bois, si c'est un fruit, c'est pas pareil, parce que par définition, cueillir un fruit, c'est clair que c'est une melacha. Mais quand le bois, dire que sur le bois, ça s'appelle cueillir, là, l'objectif d'utiliser le bois fait partie fondamentale de la définition de l'acte. Donc il y a parfois où l'objectif fait partie de la définition de l'acte. Et donc là, même Rabbi Yehuda dira, ah oui, non, s'il ne fait pas le tsarich laetzim, il ne sera pas tout. Bien que je dise que melacha sera le goufa chayav, mais ça c'est même pas une melacha bichlal. Ça rentre dans la définition même de l'acte. Ça même plus que ça. Voilà le chidouche de ce souhait. C'est clair? Alors, il y a ici une difficulté sur Coréa. Christophe nous a dit qu'il en va de même pour Coréa. Que déchirer, si je déchire et que ce n'est pas un menatit fort, c'est même pas Coréa. C'est ce que Tosot nous a dit. Vous avez, à Coréa, vous avez un petit logo qui renvoie à Rabbi Akiva Eiger, Gilion Hachas. Alors, on va faire ce Gilion Hachas qui est un petit peu élaboré, là, un petit peu long, contrairement à son habitude. On fait une petite pause? Ça tombe bien, là.